Après la gymnastique, les cheftaines reçurent les confidences de Niquette. Elles apprirent ainsi l'histoire du châle de dentelle, la présence insolite d'Anatole Boivin dans cette sardinerie isolée, et enfin la menace faite par mademoiselle Aurélie aux deux plus jeunes guides. Ces misérables n'ont pas voulu mettre le feu au hangar, mais ils ont voulu nous effrayer pour nous faire partir. Quel métier font donc ces gens-là, pour craindre à ce point des jeunes filles venues ici simplement pour respirer du bon air? Durant la prière, Marie-Rose Verdier constata qu'il était parfois difficile d'avoir des sentiments chrétiens pour des êtres aussi antipathiques que les Boivin. Elle comprenait enfin la gravité de la situation, et ne pouvant quitter la maison des hiboux, elle songeait à chercher une protection efficace. Pendant le petit déjeuner, elle fit part de son projet à Suzanne Hardy. Mon fiancé et mon frère Jean sont justement chez des amis à 50 kilomètres d'ici. J'ai envie de faire appel à leur lumière. Ils descendraient à l'auberge de la Vallée-sur-Mer comme de simples touristes, et nous nous sentirons moins isolés. Vous avez raison. Prévenez-les par dépêche, cela vaudra mieux car je pense que, d'ici peu, il y aura du nouveau. Elles étaient si préoccupées toutes les deux par ce drame qu'elles ne remarquèrent pas cet événement pourtant remarquable. Niquette recoiffait Marie-France Hilbert avec un soin de mère. Elle doit être malade, chuchotaient les autres guides. Et même elle lui raconte une histoire. Tous les charmants oiseaux de jour avaient remplacé les lugubres oiseaux de nuit, et Pépier en voltant au-dessus du camp, dans l'attente des miettes qu'on leur jetterait. Entre deux arbres, la mer apparaissait toute bleue et calme. Ce soir, annonça chef Thénardier, nous dînerons sur la plage. Nous ferons un feu de camp splendide et nous y préparerons celui que nous offrirons dimanche aux enfants du village. Un tonnerre d'applaudissements accueillit cette nouvelle, et la journée fut délicieuse. Les Boivin ne se montrèrent pas, et les guides s'ébattirent en paix sur la plage enfin conquise. Niquette et Francette, qui semblaient devenus comme par enchantement les meilleurs amis du monde, revinrent d'une course dans une ferme avec un chien superbe sur les talons. « Où avez-vous trouvé cette bête ?»« Au bord du chemin, où elle pleurait à fendre l'âme, » répondit Niquette. « Elle avait une patte blessée, je l'ai pansée et elle s'est laissée faire. Depuis, elle ne veut plus nous quitter. Le fermier nous a dit qu'il la connaissait bien, qu'elle appartenait à la ferme de la Hue, mais qu'elle ne voulait plus y rester depuis que les propriétaires avaient changé. »« Gardons ce brave chien, » fit Marie-Rose Verdier, « qui aimait beaucoup les bêtes. Ce sera notre défenseur. » Le feu de camp dura jusqu'à 10 heures du soir. Il s'éteignit enfin, et chef Thénardier siffla le rassemblement. Mais, tandis que les guides se groupaient pour partir, une petite fenêtre s'alluma au dernier étage de la maison des hiboux, puis rentra dans l'ombre au bout de quelques secondes. « Serait-ce un signal ?» grogna Anne-Marie. « Ces gens sont vraiment gênants. » Machinalement, Niquette s'était retournée, et dans la grisaille du crépuscule qui s'étendait sur la mer, elle devina la silhouette d'un voilier. Les guides regagnèrent sans bruit leur hangar, afin de ne pas réveiller Madame du Châtelet qui devait dormir à cette heure. Diane, c'était le nom du chien, marchait sagement derrière Niquette. Tandis que celles qui avaient hâte de dormir se glissaient déjà dans leur sac de couchage, les chefs d'équipe parlaient encore du feu de camp. Par une fenêtre entr'ouverte, pénétrait une brise encore tiède, et une branche de sapin avançait sa main verte. Soudain, un bruit sourd, suivi de cris aigus, arracha les chefs d'équipe à leur projet. Un gros rat venait de tomber par la fenêtre et courait, affolé, dans le hangar. Un bout de chiffon accroché à sa patte le gênait encore dans ses recherches d'un trou sauveur. En un clin d'œil, les guides de la 11e Versailles, renommés pourtant pour leur cran, se trouvèrent juchés sur les bancs et sur les fenêtres, tandis que le rat tournait en rond comme un cheval de cirque. Craignant que ses guides ne devinssent folles, Marie-Rose Verdier ouvrit une porte et le rat s'échappa dans un dernier piaulement, laissant derrière lui le chiffon qui entravait sa course. « Quelle chose bizarre !» remarqua Marie-Rose. « Il avait un bout de dentelle accroché à la patte. C'est pour le moins un rat de Cendrillon. » Puis elle se souvint de l'histoire du châle et son visage se rembrunit. Encore de la dentelle. Ce rat devait venir du grenier. Mais le lendemain, l'équipe des abeilles vint la trouver, toute fière. « Nous avons découvert les traces du rat sur la terre mouillée. Nous ne savons pourquoi, mais on a jeté beaucoup d'eau près du hangar, et les pattes du rat ont enfoncé dans le sol humide. Il ne venait pas du hangar, mais sans doute de la maison des hiboux. En êtes-vous sûr ? Oui, cheftaine. Georgette a son badge d'observation.